Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des entreprises de la Silicon Valley en termes intrinsèques d'organisation, etc. Déjà, le premier point, c'est que la vallée n'est pas intéressée par l'incrémental, mais par l'exponentiel. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a franchement étonné quand je suis arrivé là-bas, j'en parlais à Sylvain hier, il y a deux choses qui m'ont étonné. La première, c'était la taille de ces universités-là. C'est-à-dire, en fait, quand on arrive à Berkeley, on voit plein de gens du monde entier, etc., etc. On voit des ressources phénoménales. Ça, c'est un premier point. Et second point, c'est quand on échange avec les entrepreneurs, ils ne sont pas intéressés par du bricolage. Ils ne sont pas intéressés... C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas d'argent dans les poches, hein, pour la plupart des cas. Parce que les succès qu'on voit, derrière, c'est des milliers d'échecs. Hein. Donc, mais par contre, ils ont la foi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la foi dans le fait d'inventer demain. Et ça, c'est extraordinaire comme souffle. Parce que on va avoir plein de boîtes en France qui vont bricoler, faire des petites choses en se disant je vais bien pouvoir vendre quelques 10 000 € à gauche, à droite. Là, l'idée, c'est que je ne sais pas ce que je vais vendre, mais moi, je veux changer le monde. Et à force d'avoir une masse critique de gens qui veulent changer le monde, ça finit par arriver, en fait. C'est des prophéties autoréalisatrices, ça finit par se passer. Et donc, ça veut dire qu'il y a une culture locale. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas lié aux États-Unis en général. Effectivement, il y a un esprit pionnier aux États-Unis, mais il est extrêmement fort à la vallée, où ils sont intéressés par l'exponentiel, le fait de changer le monde. Donc là, c'est un aspect culturel. Deuxième point, c'est que, en fait, il y a, on va dire, un impact direct sur le revenu quand ces boîtes-là marchent et inventent le monde, justement. Le market cap de Google, aujourd'hui, c'est 218 milliards de dollars. Ils ont des revenus de 38 milliards de dollars pour un résultat net de 9 milliards de dollars et 53 000 employés. Apple, je ne vous en parle même pas. C'est-à-dire que 500 milliards de dollars de market cap, 150 milliards de revenus et 41 milliards de résultats nets. Tout ça pour 72 000 employés. Regardez maintenant France Télécom. France Télécom, c'est une des plus grandes entreprises françaises quand même. Hein. Donc, ils ont 165 000 employés, donc beaucoup plus que le cumul de Apple et de Google. Ils ont une market cap qui est de combien 22 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois moins que Google. Dans 83% des cas, c'est des équipes qui ont créé ces boîtes-là, c'est-à-dire c'est au moins 2 personnes. Il y a très peu de cas où une seule personne a créé la boîte. Donc il y a un esprit d'équipe qui est important à avoir. La diversité, c'est-à-dire 60% d'entre eux sont d'origine étrangère, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment de l'étranger déjà âgé. Ils viennent des grandes universités. Et ce qui est intéressant, par rapport à la France, c'est intéressant aussi à noter, c'est que 40% sont de docteurs. En France, le doctorat n'est pas valorisé. Au contraire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un doctorat, on a même peur. On ne sait pas quoi en faire, etc. Là, c'est 40% d'entre eux qui sont docteurs. C'est significatif aussi. Et puis, 80% en fait, donc ingénieurs. Et puis, ils ont créé leur boîte, tous à la vingtaine. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de responsabilité familiale et ils étaient incubés par les universités, grosso modo. Donc, ils avaient du temps et quelques moyens de réflexion. Donc, ça, c'est intéressant. L'âge moyen, c'est 25 ans. Et ces boîtes-là ont créé, à elles seules, ces dizaines d'entreprises-là, a créé 400 000 emplois à la Silicon Valley. Donc, quand on essaie de regarder ce qui fait leur succès au niveau du management de ces boîtes-là, en fait, par rapport à Google, par exemple, je vais aller vite, c'est que, on va dire qu'il y a 10 grands points. Le premier, c'est une vision, très simple. Ça, c'est des choses qu'on leur apprend déjà au berceau à la Silicon Valley, c'est-à-dire savoir exprimer. En fait, ils ont un mot pour ça, c'est le pitch elevator. En gros, dans l'ascenseur, il faut savoir expliquer son business en 30 secondes à un décideur qu'on croise. Quand ça devient trop compliqué, on décroche. Et donc, du coup, la mission de Google Day One, c'était de structurer l'information mondiale. C'est ça leur mission. Parce qu'ils partent du principe qu'en 2025, plus de 90% de l'information sera numérisée et qu'eux, ils veulent être les gagnants de cette numérisation-là. Ça, c'était leur mission dans leur slide quand ils étaient au niveau 0 de leur création. Smart Hiring, en gros, ils recrutent les meilleurs. Google a un process de recrutement qui est ultra industrialisé, avec des interviews très précis et le moindre avis négatif élimine en fait le process, ainsi de suite. Ils font tout pour retenir les meilleurs et une fois que les gens sont recrutés côté Silicon Valley, on leur demande même parfois leur diplôme de quand ils étaient au lycée. Hein. Donc en fait, ils sont très exigeants sur qui ils recrutent. Il faut être très bon et en même temps, il faut avoir la culture d'entreprise. Donc ensuite, ils ont des tactiques pour retenir les meilleurs. Ils se disent, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va quitter Google pour aller créer une boîte ailleurs? Et d'ailleurs, c'est une menace que quelqu'un quitte Google pour créer une boîte ailleurs. Donc, on va lui permettre d'être intrapreneur. Mais intrapreneur, ce n'est pas avec 10 000 €. C'est en millions de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes qui arrivent à générer des idées
successful pour Google se partagent des millions de dollars. Et donc, du coup, Gmail a été inventé comme ça, les AdSense, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de Google News. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été inventées grâce à une combinaison du fonds interne de capital risque, entre guillemets, pour les employés, et du temps qu'on leur donne d'ailleurs, des 20% qu'on donne de temps aux ingénieurs pour travailler. Et puis, ils ont des organisations très ramassées. C'est-à-dire qu'entre l'ingénieur de base qui vient d'être embauché et Larry Page, qui est maintenant le CEO, il y a 4 niveaux. C'est-à-dire qu'au total, il y a 5 niveaux dans la boîte. Autre chose, c'est que l'idée, c'est d'accepter les idées de partout. C'est-à-dire que chaque manager de chaque équipe doit, une fois par semaine, accueillir ces gens pour savoir quelles sont les meilleures idées du moment. En temps réel, il y a 100 idées sélectionnées en permanence, les meilleures 100 idées de chez Google. Il faut être en mesure de générer un pipe d'idées filtrées pour pouvoir tout de suite générer du business. Et puis, les idées internes ne suffisent jamais, et donc ils procèdent à pas mal d'acquisitions. Google a procédé à plus de 40 acquisitions. Et ils ont industrialisé l'acquisition. D'ailleurs, ils ont créé leur propre fonds de capital risque. Mais c'est la plupart des boîtes de la Silicon Valley font ça aussi. Ensuite, ils sont très, très agiles. Donc, en fait, l'idée générale, c'est qu'ils veulent garder l'esprit d'entrepreneur. Et donc, du coup, il n'y a pas de grosse équipe d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe où il y a 20 personnes qui travaillent sur un projet. C'est des petites teams de 3 personnes, chaque fois, sur une tâche précise. Donc, en fait, on peut subdiviser un projet en différents lots, mais en fait, le lot, il va être sur 3 personnes. L'idée, c'est d'éviter que plein de gens commencent à être sur un point et qu'on ne sache plus qui fait quoi et que tout commence à prendre de l'eau et du retard, etc. Pardon. Est-ce que, en fait, là, c'est intéressant, en fait, ton équipe de 3-4 personnes, est-ce que justement, dans la philosophie Internet, comment derrière ils créent des liens? Parce que j'imagine derrière, il faut que tu aies un réseau en fait, systémique. Est-ce qu'il y a une particularité ou non? Bon, après, ou est-ce que ça fonctionne effectivement très bien de façon systémique? En fait, les équipes travaillent, en fait, les 3 sont dans des entités, etc. etc. Il y a des réunions régulièrement au sein des entités. Chaque semaine, il y a des meetings plus globaux. Une fois par mois, il y a le CEO qui regroupe tout le monde. Enfin, ça vit beaucoup. Mais par contre, on sent que c'est extrêmement libre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais chez eux, à Mountain View, dans leur siège. Et une des choses qui m'a marqué, c'est que chacun vient avec son ordinateur. Il y en a un qui a un Apple, l'autre qui a un PC, l'autre un machin. Et la connectique est prête pour accueillir toutes sortes de devices. Parce qu'on ne veut pas embêter les gens avec des détails. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens soient focus sur leur job. Il y a plein de détails comme ça qui font que, effectivement, il y a de l'information qui est changée régulièrement, mais 2, on les met dans des conditions optimales de confort pour ne pas les libérer des détails. Ensuite, il y a un point qui est intéressant, c'est que, justement, pour répondre à ta question, il y a un aspect d'autogestion, entre guillemets, et de visibilité à la fois. C'est-à-dire que chaque projet, il y a un espèce de système 2.0 qui fait qu'en permanence, on a un reporting sur ce qu'on fait et qui peut être tagué par les autres de manière agile. C'est-à-dire qu'on peut mettre des tags pour dire OK, moi voilà ce que je pense, on peut enrichir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant. Chez Cisco, c'est pareil aussi. Et puis, il y a un focus sur la partie mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ils mesurent systématiquement tout. Parce que l'idée générale, c'est que ce n'est pas des sentimentaux. Quand quelque chose ne marche pas, on le fait disparaître. Par exemple, à un moment donné, ils avaient lancé une application, enfin, il y a plein d'exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée générale, c'est que tout est mesuré par rapport à l'audience du produit dont on parle et par rapport au customer experience, c'est-à-dire en gros, le fait que les gens soient satisfaits de l'usage. Et si ce n'est pas le cas, toc, on tue le produit. On ne s'en comprend pas de détails. Donc, derrière, il y a aussi une philosophie qui est intéressante, c'est le fail fast. C'est-à-dire, en gros, ils ne s'interdisent pas d'échouer. La question, ce n'est pas d'échouer. C'est d'échouer vite. C'est-à-dire de ne pas s'enfoncer dans les échecs, mais plutôt de tenter. En gros, c'est l'esprit de pionnier au sens chercheur d'or. On ne sait pas où l'or est, donc le coup de pioche, il faut qu'il soit rapide pour aller explorer à gauche, à droite. Il ne faut pas creuser un tunnel profond. Et ça, c'est fail fast, c'est ça la mentalité. Et donc, il y a aussi un management de l'échec, au sens, c'est pas parce qu'on a échoué qu'on est mauvais. Et donc, ça, c'est le Founders Award dont je vous parlais, qui est le prix spécial qu'il donne aux entrepreneurs. Et donc, il y a plus de 1000 employés de Google qui sont millionnaires en dollars grâce à ce genre d'initiative. Chez Google, au moins, ils sont très écolos. Parce que, en fait, chaque fois qu'on va sur une page web pour utiliser le moteur de recherche, on utilise au moins 4 watts. C'est-à-dire qu'en fait, ça consomme pas mal de serveurs, etc., etc. Et ils sont très conscients de leur responsabilité vis-à-vis de la planète. Et une des choses qu'ils font, c'est qu'ils ont mis en circulation des écobus, donc des bus qui fonctionnent avec des combustibles renouvelables, et
qui sont équipés de Wi-Fi, etc., et qui ont de la place pour les vélos, etc. Et ceux qui ne veulent pas prendre ces bus-là, on leur donne 5 000 $ de contribution pour l'achat d'un véhicule hybride ou électrique. Donc pour résumer, la boîte classique, en fait, le grand groupe classique, il va être focus sur les process, les petits process. Eux, ils vont être focus sur la vision. La boîte traditionnelle, elle est sur les marchés existants et eux, ils vont essayer d'inventer l'avenir. Et la boîte traditionnelle va être focalisée sur des indicateurs financiers, d'actualisation en fait, de résultats, là où eux, ils font des business plans, mais ils n'y croient pas en fait. Ils croient à ce que les clients, à la perception des clients, c'est ça qui leur importe. Et à un moment donné, ça se traduit ou pas en chiffres financiers. Dans les grosses boîtes, on fait attention à ne pas échouer. Et eux, la question, ce n'est pas d'échouer. Ils essaient en permanence et puis ils échouent souvent. Et ils sont dans une mentalité vraiment pas de push dans le marché de solutions, mais vraiment de pull où on essaie d'être à l'écoute vraiment du marché. Et du coup, ça fait de la disruption plus que de l'incrémental. Au niveau des data centers, Google est ultra en avance. Dans les data centers, en fait, il y a un indicateur qui s'appelle le PUE, donc c'est l'unité de consommation d'énergie. Et Google, dans les data centers les plus éco-efficients, est parfois inférieur à 1. Là où les data centers classiques sont à 2, voire plus que 2. Et une des choses qu'ils ont faites récemment, c'est qu'ils ont créé un data center qui récupère même des eaux usées d'une ville pour fonctionner. Et donc, ils sont extrêmement innovants dans l'énergie. Ils ont embauché un tsar en charge de l'énergie. Donc, la formule RE inférieure à C, ça veut dire énergie renouvelable coûte beaucoup moins que le carbone, enfin le charbon et tout ça. L'idée générale, c'est qu'ils sont focus par ça. La partie média, là, on voit bien les débats avec la presse, etc. En communication, collaboration, ils sont concurrents de Skype, on voit bien avec les produits qu'ils lancent. L'idée générale, c'est que tout ce qui est numérisable, ils veulent y aller. Après, ça crée d'autres questions de risque de monopole, etc., etc. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Ils ne se contentent pas à un marché. Apple est la caricature de l'innovation, comme chacun sait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres. En fait, cette slide-là date de 2010. Et en fait, à cette époque-là, 60% des revenus d'Apple venaient seulement de 2 produits, l'iPhone et l'iPad, qui n'existaient pas quelques années avant. C'est-à-dire qu'on voit que ce qui fait leur croissance, vous voyez là les produits nouveaux, c'est-à-dire l'iPhone qui est en vert ici, là, et l'iPad qui est en bleu qui commence à émerger, qui viennent en fait renforcer les produits existants. C'est-à-dire que s'ils restaient sur les mêmes produits, ils ne s'en sortiraient pas. C'est cette innovation permanente qui leur permet de performer. Ça n'a pas toujours été aussi rose. Hein. N'empêche qu'on sent quand même à travers cette courbe-là que ce qui fait la dynamique d'Apple, c'est la capacité à se réinventer avec des produits nouveaux. Donc je ne sais pas jusqu'à quand ils pourront le faire, mais c'est intéressant de voir que leur succès vient beaucoup de là. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'aujourd'hui, donc ça c'était en 2011, hein, les 2/3 du marché mondial des OS sur les mobiles viennent des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, avec une grosse bataille entre la pomme et puis Android. L'idée générale, c'est qu'en 2005, c'est les Scandinaves qui étaient au premier plan, avec Nokia. Donc c'est assez affligeant. C'est-à-dire qu'en quelques années, ils ont disparu du marché. Mais en gros, les 2/3 du marché mondial des OS mobiles sont américains, avec une très grosse part laissée à Android, grâce justement à cet esprit d'ouverture. Parce que les partenariats qu'ils arrivent à nouer sont beaucoup plus efficients dans l'ouverture que le système fermé de Apple. Par contre, Nokia, pourquoi ça me fait mal? Parce que c'est une boîte qui est extrêmement innovante à la base. C'est une boîte qui était dans l'industrie forestière, qui a commencé par faire du papier, ensuite qui est passée au câble en plastique. Et puis, comme c'est un pays, la Finlande, adossé à l'URSS, et que c'était un pays neutre dans la guerre froide, etc., ils ont commencé à développer des systèmes de radiocommunication pour l'armée soviétique. Ainsi de suite, jusqu'au mobile, et puis ils ont lobbyé pour créer le GSM. Donc chaque fois, ils ont dû trouver des vagues de renouvellement. Et puis là, badaboum, pouf, ils n'ont rien vu venir, tac. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a une boîte là qui avait trouvé le succès quelque part pour survivre grâce à l'innovation et qui, là, n'a pas trouvé les ressorts. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini complètement, parce que Steve Jobs, lui aussi, il a eu un échec colossal, il a même été débarqué de sa boîte. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi des coups durs. On ne peut pas être bon tout le temps, etc. C'est la vie, quoi. Est-ce que tu ne crois pas qu'à terme, on va avoir un écosystème qui viendra d'Asie, tout simplement? Est-ce qu'en clair, la Silicon Valley est en mesure de maintenir son avance face aux Coréens, face aux Japonais, dont on ne parle pas mais qui reviendront un jour ou l'autre?
Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est un excellent point. Et moi, de manière générale, inquiétude serait un mot un peu fort, mais c'est vrai que je vais quand même le dire que ça m'inquiète. Parce que, en fait, quelque part, la Silicon Valley, ça fait rêver par ce côté pionnier, entreprenant, etc., de gens qui prennent des risques. Le point, c'est que l'Asie est en train de prendre des parts hyper colossales. Quand on regarde les chiffres, au niveau des technologies de l'information, il y a, comme chacun le sait, plein de secteurs. Mais dans les secteurs des hardware, ils sont passés de rien dans les années 60-70 à maintenant plus de 70% du marché mondial des hardware. Du marché mondial des hardware. Par exemple, tout ce qui est hard disk drive, c'est Singapour, les chips de Intel, etc., c'est en Malaisie, c'est à Penang, ainsi de suite. En fait, Samsung, aujourd'hui, est le numéro 1 mondial en termes de smartphones. En fait, pourquoi je dis que ça m'inquiète un peu, et les Chinois, j'en parle même pas, pourquoi ça m'inquiète un peu? Parce que là, ce n'est pas des entrepreneurs dont on est en train de parler. On est en train de parler de conglomérats nationaux, financés par des puissances publiques dans leur stratégie. Parce que il faut avoir une idée de ce que ça veut dire, en fait. La Corée était un régime militaire, très aidé par les Américains dans un contexte de guerre froide. Samsung était un conglomérat qui faisait tout et n'importe quoi, qui a été très aidé par des fonds publics, mais qui a eu l'intelligence de savoir s'adapter à la globalisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Samsung, ce n'est pas Google, ce n'est pas deux gentils entrepreneurs. Donc, du coup, c'est là où ça me gêne un peu, parce que je suis plus dans ce côté-là entrepreneur que le mastodonte. Mais ça, c'est un bon point. Et je pense que la Corée, à la différence d'entreprises comme Alcatel, etc., c'est-à-dire des grands groupes qui ont été aidés aussi par la puissance publique d'un pays, ils ont su garder une agilité malgré tout. Deuxième point, c'est qu'au niveau des Asiatiques, en fait, la puissance publique en Chine protège son marché, clairement, dans pas mal d'aspects logiciels et web. Donc là, c'est aussi un... Enfin, on pourrait en parler beaucoup, mais en gros, pour résumer, je pense qu'en termes de nombre d'emplois dans l'industrie de technologie de l'information, ils sont déjà numéro 1, les Asiatiques, pour des raisons normales. Parce que le développement logiciel, il est beaucoup en Inde. L'infrastructure, elle est surtout en Asie de l'Est. Deuxième point, maintenant, la question, c'est l'invention de demain. Je pense qu'ils ont encore pas mal de pas à franchir, malgré tout. Pourquoi? Parce que l'invention va aussi, là je parle de la Chine, l'invention va avec la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'ils sont réactifs. Les Chinois, ils n'inventent pas grand-chose. Par contre, ils sont très bons, comme les Japonais d'il y a 40 ans. Sauf que donc, ils ont encore un train de retard, mais qu'ils vont rattraper assez vite. Mais ils ont, je pense, à peu près 20 ans de retard sur la capacité à inventer vraiment. Parce que la Chine, aujourd'hui, dépose énormément de brevets par rapport il y a 5 ans. Mais les brevets, ce n'est pas ça qui fait l'innovation entrepreneuriale dont on parle. Ça ne suffit pas. Et puis, il faut voir la qualité des brevets, etc. Le deuxième point, c'est que les boîtes, par contre, qui sont les plus inquiétantes pour les boîtes américaines, sont les boîtes coréennes. On voit bien il y a deux choses, en fait. Un, le procès récent qui a opposé Apple à Samsung. Et puis deux, surtout, le point le plus significatif, à mon avis, c'est au niveau des usages. C'est-à-dire que les Coréens sont un pays qui, toutes choses égales par ailleurs, est beaucoup plus qualifié que le peuple américain. C'est-à-dire quand on ramène tout en base comparable, c'est des gens qui sont hyper formés, c'est des gens qui ont un accès haut débit sur tout le territoire. Ensuite, donc, un des impacts en fait, de ce développement-là, c'est la chute de secteurs entiers. Par exemple, là, c'est la presse. Aux États-Unis, on voit toutes les courbes qui tombent vers le bas, là. C'est la distribution physique de journaux. Et donc, c'est la chute libre, en fait, parce que, justement, Internet, etc. Donc, ce développement de l'Internet et de ces startups-là tue ces industries traditionnelles. Et on voit qu'en fait, la presse écrite, le temps est très faible, 7%. Les revenus, c'est à peu près 25%, mais c'est en baisse. Ça va baisser jusqu'à atteindre le niveau des usages. Alors que Internet, on n'a pas fini d'arriver au potentiel. Parce qu'on est... En plus, le mobile va prendre de l'importance avec plus de 20 milliards de dollars de revenus potentiels. Donc, on voit qu'il tue les industries entières. Et vous avez suivi la semaine dernière Newsweek qui a supprimé sa version physique pour passer au full online. Et télévision, donc tu dis stagnation sur la télévision. Alors, la télévision, elle bascule sur Internet. La télévision, c'est des chiffres égal. Ça veut dire qu'en fait, on est à un niveau de maturité de ce média-là. Il ne va pas baisser. Il va rester à ce stade-là en revenus et en temps passé. Par contre, il va être récupéré par Internet progressivement avec tout ce qu'on sait, comme croisement.
Mais le média télé restera déterminant. On le voit à différentes échelles. C'est-à-dire que la télévision reste centrale en tant que média, même si elle est connectée. Et la musique, n'en parlons pas. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la musique, au sens produit physique, on était à 5 milliards de dollars de revenus aux États-Unis en 2008. Là, on est à 960 millions de dollars de revenus en 2013. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on est en disparition du marché de la musique physique. Alors qu'en fait, en musique digitale, on est passé en fait, de 2,6 milliards à 4,5 milliards. Ça, c'est les chiffres prévus pour 2013. Et donc, c'est colossal. Et là aussi, c'est lié à la capacité, parce que toi, tu disais open, ça c'est vrai, il y a aussi la capacité à inventer une nouvelle manière de consommer. C'est le morceau plutôt que l'album, et ainsi de suite. Et il y a un point intéressant aussi en termes d'innovation, c'est tout ce qui est lié aux services financiers mobiles. En gros, l'idée générale, c'est que le mobile devient un instrument à la fois de paiement, de gestion des comptes bancaires, de gestion du couponing, tout ce qui est fidélisation client, avec les cartes de fidélité, ainsi de suite. Donc ça, c'est un point central de développement de ces boîtes-là, avec Google, avec la Google Wallet par exemple, PayPal, qui est aujourd'hui un concurrent des banques. Et derrière, en fait, la logique d'achat est en train d'évoluer, avec les QR codes avec lesquels on peut opérer des transactions, etc. Et de manière générale, sur la partie paiement, il y a deux grands marchés. Il y a la partie marché des pays en développement, où le taux de bancarisation est très faible, il est à peu près 6-10%. Là où le taux de possession mobile dans ces pays-là, il est de 80%, 70%. Donc la question, c'est comment est-ce que la banque peut venir sur le mobile. Donc on est plutôt sur de la distance importante, c'est-à-dire que l'individu, il faut qu'il soit à capacité de transférer de l'argent à des gens qui sont distants. Dans les pays développés, c'est plus le sans contact, c'est-à-dire la proximité, pouvoir faire des achats de proximité et puis faire de la fidélisation client. Et tout ça, c'est des drivers d'innovation très importants sur lesquels pas seulement les entreprises de la Silicon Valley sont, puisque c'est un écosystème aujourd'hui qui est mondial. Voilà, l'innovation, il n'y a que l'imagination qui est sans limite, il n'y a que le ciel qui est au-dessus. Et merci pour votre attention.